que je connais, des personnes que j'aime beaucoup et de partager des idées, des travaux. J'ai juste me débarrasser Oui, de le start meeting, machin, got it. oui, donc en Euh, fait, bon, nous aussi, on est très heureux, hein, donc dans le cadre du séminaire, RESNA Sud, du GEMDEV. Et donc pour présenter Bonnie à ceux qui ne la connaissent pas, Bonnie est professeure émérite de sciences politiques à l'UQAM, hein, l'Université du Québec à Montréal. Et ses activités de recherche portent sur l'exploitation des ressources minières dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment sur les implications socio-économiques, environnementales et sur les droits humains dans le contexte de l'exploitation de ces ressources. Alors, elle a dirigé 2 groupes. On ne t'entend plus, Claire. On ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? oui, Alors, par contre, c'est moi qui... Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Voilà, donc oui, je disais que Bonnie Campbell donc, a dirigé 2 groupes de chercheurs donc à l'université qui travaillent sur ces questions d'impact de l'exploitation minière en Afrique de l'Ouest, donc le GRAMA de 98 à 2017, qui est le groupe de recherche donc, sur les activités minières en Afrique. Et ensuite, le CIRDIS de 2011 à 2017, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société. Elle a aussi été membre, donc, dans le cadre de la Commission économique pour l'Afrique, d'un groupe qui travaillait sur la révision des régimes miniers en Afrique. Voilà, donc actuellement, elle dirige un programme de recherche qui s'intitule « Accès à la santé, ressources minières et rôle des politiques publiques en Afrique » et donc qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines au Canada. Alors Bonnie est une partenaire de longue date du GEMDEV. Elle a participé à beaucoup de nos séminaires, de nos colloques et de nos publications. Et nous tenons à la remercier encore vivement d'avoir accepté de venir nous faire partager le résultat de ses recherches. Alors l'intervention d'aujourd'hui est intitulée « Stratégie de pourvoi corporatif pendant la pandémie et réflexion à partir du secteur minier ». Voilà, donc Bonnie, je te laisse la parole. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura une séance de questions et de réponses. Voilà. merci beaucoup Claire. Je réitère le plaisir que c'est pour moi de vous retrouver, de partager comme on a fait au cours d'une trentaine d'années presque, les travaux en cours et la complicité qui s'est développée et que j'espère durera encore longtemps. Alors, pour situer un peu ce travail, la recherche m'a été demandée par une revue brésilienne, la revue brésilienne de politique internationale, qui produisait un numéro spécial Beyond COVID Global Health in the Spotlight. Et ils m'ont demandé de parler du secteur extractif et ça explique pourquoi les gens se méfiaient toujours. Je me rappelle des échanges qu'on a eus, tout le monde qui sautait sur la COVID. Moi, mon excuse, c'est qu'on m'a demandé de produire ce travail en plein COVID. Et ce que j'essaye de faire, c'est faire ressortir des leçons que l'on peut apprendre de ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça implique en particulier, je terminerai pour la recherche. Donc, quelques petites notes pour présenter d'où je me situe. Comme pour vous, la pandémie ici a été révélateur de nombreux domaines où il y avait des défaillances, par exemple dans les soins de santé
pour personnes aînées, 82% des gens qui sont morts au Québec sont des personnes. Donc, il y a des leçons qu'on peut apprendre sur le racisme dans nos politiques d'immigration. Et là, le focus, c'est qu'est-ce que la pandémie nous permet d'apprendre, la pandémie comme révélateur dans le domaine des mines pour cette revue qui s'intéresse aux enjeux mines-santé. Et simplement pour clarifier, mon point d'entrée, c'est de regarder ce sujet à travers les entreprises dans le secteur industriel, parce que c'est là où on a vu le type de pression que je vais décrire s'exercer. Donc, non le secteur artisanal, c'est bien conscient. Quand je parle du secteur minier, c'est très particulier pour des raisons que je viens de dire. L'approche sera holistique, c'est-à-dire de voir dans la mesure du possible l'ensemble des facteurs qui ont pu conditionner les interventions, et l'approche adoptée pour comprendre la notion de pouvoir le sera aussi holistique, multi-échelle, parce qu'évidemment, il y a des facteurs transnationaux qui interviennent, régionaux et nationaux et communautaires, et spécifiques au pays. Évidemment, les exemples que j'utiliserai, je parlerai de cas précis, et ça m'amène au dernier point. Il n'est pas du tout question de faire une espèce de lecture compréhensive de ce qui s'est passé dans le secteur minier durant la pandémie, mais simplement de voir sur une période très spécifique à travers un certain nombre d'exemples sous l'angle que je vous ai présenté au début, les enjeux de pouvoir structurel. Et la période est au tout début de la pandémie, du début de la pandémie, début 2020 à mars 2021. C'était la période imposée par la revue. Pour ce qui est de l'hypothèse, comme dans d'autres travaux collectifs et que l'on continue à faire, on est intéressé par les enjeux d'asymétrie dans les relations de pouvoir, et on considère, c'est une façon, si vous voulez, un point d'entrée extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe au niveau des redéfinitions des stratégies de la part des entreprises, et ça sera l'angle d'approche. Et la présentation, comme beaucoup de nos travaux, adopte une approche d'économie politique internationale de la branche hétérodoxe. Pour ce qui est du plan de la présentation, dans une toute petite première partie, je vais explorer la notion de pouvoir corporatif et pour expliquer pourquoi dans nos travaux, depuis les travaux sur le Canada, etc., ça remonte. Maintenant, on considère que c'est une façon très intéressante de comprendre les règles, les cadres réglementaires qu'on analyse à la fois comme, et si vous voulez, expression, ça nous dit quelque chose au niveau des rapports de pouvoir, mais aussi, très important, comme instrument, comme outil dans la reproduction de ces rapports de pouvoir. Et la deuxième et troisième section vont illustrer ce propos en regardant un peu qu'est-ce qui s'est passé. Dans la deuxième section, les entreprises ont dit, bon, on est très mal pris par les conditions de ralentissement, et ils ont mis énormément de pression sur les pays producteurs pour renégocier des conditions favorables sur le plan fiscal et pour garder les opérations en activité, même s'il y avait des consignes de santé pour dire il faut fermer ces opérations. Et la troisième section regarde l'influence corporative sous un autre angle, c'est comment la pandémie a créé une occasion pour que les entreprises rentrent de plus en plus sur le terrain qui, on aurait pensé, était occupé par l'État ou les pouvoirs publics, c'est-à-dire entrent directement dans la livraison de soins de santé ou des services de santé. Et ça a des conséquences de différents ordres que je vais énumérer. Et en conclusion, regardez un peu, comme je disais, on est à une croisée des chemins. Est-ce qu'on prend acte de ces leçons qui sont parfois très, très raides, à part beaucoup de vies perdues à cause des opérations durant la pandémie sur les sites miniers industriels, mais où est-ce qu'on s'en sert au contraire pour renouveler nos approches? Donc, pour revenir sur la notion de pouvoir structurel, on adopte la notion proposée par Strange dans les années 90, reprise par Chavanu, Cox et d'autres. Et c'est une notion qui se distingue de la façon de voir le pouvoir dans les relations internationales plus traditionnelles
comme faisant partie un complexe relationnel. Au contraire, le pouvoir est vu comme ce qui donne à un acteur la capacité de façonner les structures et définir les règles du jeu qui vont s'appliquer à d'autres acteurs. Strange voyait l'importance du système économique comme un ensemble de structures financières, de production, de savoir et de sécurité. Et c'est cet environnement c'est une vision très holistique, c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup, du pouvoir, et ça permet justement de resituer une analyse des régimes miniers comme faisant partie de ces structures de pouvoir plus larges qui vont orienter et conditionner les relations après. On va voir comment les entreprises vont pouvoir changer les règles du jeu dans la crise de la pandémie. On est venu à cette approche au Canada et je vais vous montrer pourquoi à travers nos travaux, pour nous c'est très intéressant parce que chez nous, dans une situation de domination coloniale, colonie de peuplement blanc, l'administration coloniale a accueilli les explorateurs et les aventuriers britanniques qui venaient pour explorer ce qui était British North America au 19e siècle. Et l'administration britannique leur a vraiment transféré beaucoup de pouvoirs qui auraient pu relever de l'administration coloniale. Autrement dit, on a transféré des pouvoirs qui, dans beaucoup d'autres circonstances, France à l'époque était publique, vers ces entrepreneurs. Et de là, dans cette période de free mining, l'extraction minière était considérée prioritaire, et bien à partir de ce moment-là, on rentre dans une situation de rapport asymétrique où le secteur extractif exerce, et jusqu'à nos jours, on peut le montrer jusqu'à aujourd'hui, un pouvoir absolument remarquable sur tout autre secteur, que ce soit l'administration, les communautés locales et surtout les peuples autochtones. Et je ne pourrais pas laisser cette section parce que toute cette stratégie d'utiliser le secteur extractif de cette façon-là était une stratégie pour occuper le territoire, pour repousser les Premières Nations. Et comme vous savez bien, mêlée à la domination coloniale était une domination raciste, etc., qui autorisait à l'administration britannique cette possibilité d'expropriation. Donc, le cadre qu'on utilise est de voir les régimes miniers comme une expression et instrument des rapports de pouvoir, une approche qui va faire ressortir et qui exige qu'on va voir les spécificités historiques de chaque situation, qui met aussi l'emphase sur la régulation de quoi est-ce que les cadres réglementaires sont faits et qui dicte comment c'est fait, qui éclaire les rapports de pouvoir et les enjeux de légitimité et d'imputabilité, qui est responsable. Donc, cette façon de voir la possibilité d'intervention d'autres acteurs, ça pourrait être des organisations de la société civile, des parlementaires, mais dans nos travaux, c'est surtout l'industrie qui influence le contenu des cadres réglementaires et ça pose ces questions d'imputabilité et de redevabilité envers la population qui nous paraissent très importantes. Et là, je saute toujours avec cette histoire de l'importance du pouvoir et la subordination des autorités publiques aux intérêts ou aux acteurs privés. Si historiquement, au Canada, c'était une force coloniale, un pouvoir colonial qui a fait en sorte qu'il y avait une subordination des pouvoirs publics, les administrateurs britanniques ont remis le pouvoir aux entrepreneurs miniers, les aventuriers britanniques du 19e siècle, eh bien, d'une façon très intéressante, on a trouvé, en étudiant les questions d'ajustement structurel, que là, les ajustements structurels et les formes de libéralisation ont amené à un transfert assez similaire, c'est-à-dire exigeant le retrait de l'État et valorisant le rôle des entreprises qui étaient vues comme la Banque mondiale, comme à la fois opérateurs et propriétaires des activités minières, et le rôle de l'État, à partir des années 80-90, dans les réformes des régimes miniers, l'État a été invité à se retirer et est devenu un simple régulateur, si vous voulez. L'initiative avec les libéralisations,
c'était cela. Donc, les libéralisations des ajustements structurels et dans le secteur minier, c'était beaucoup vu comme économique. Hein, on a baissé les taux de redevance, les taux de taxation, etc. Nous, ce qui nous a aussi intéressé, c'est que ces ajustements structurels et les réformes des régimes miniers en Afrique et en Amérique latine ont impliqué des choses extrêmement importantes pour la place relative de l'État. Réduction de l'autorité et de souveraineté, l'État était invité par les réformes demandées par les institutions financières multilatérales à céder ses droits sur les ressources minières à des acteurs privés, exactement comme le free mining l'a fait au 19e siècle au Canada. De manière similaire, il y a une redéfinition du rôle de l'État et un transfert de ce qui était avant responsabilité publique vers le secteur privé, que ce soit pour l'établissement de règles, pour la sécurité, pour le déplacement des gens, etc. Il y a eu tout ce transfert et ce qui a amené, et j'en parlerai à travers ce que je présente, un flou qui persiste jusqu'à aujourd'hui, qui est très important pour les questions d'imputabilité, sur le partage de responsabilités entre acteurs publics et privés. Et enfin, comme ceux et celles d'entre vous qui ont regardé l'ajustement structurel, il y a des termes très grossiers pour dire on a compressé, dégraissé, etc. On a coupé les finances publiques. Les capacités institutionnelles des États ont été sévèrement réduites par les ajustements structurels. Donc, quand ils avaient des normes, etc., ils n'avaient pas forcément les moyens, les capacités d'expertise, les véhicules, etc., pour assurer la mise en œuvre, la surveillance de l'application de leurs propres normes. C'est un tas de facteurs qui ont, à notre avis, créé une situation de flou en qui fait quoi et posé des problèmes de légitimité pour les entreprises. On y viendra. Donc, pour brièvement résumer l'impact de la pandémie sur le secteur minier, on le sait, il y a eu des contractions très importantes au niveau économique sur le plan international et dans tous nos pays. Dans le secteur minier, il y a un ralentissement de la construction et même arrêt qui a provoqué des chutes vraiment très, très importantes des prix dans certains secteurs. C'était drastique. La Banque mondiale parle, par exemple, en particulier du secteur de l'aluminium et du cuivre. Et c'est dans ce contexte que les entreprises ont, pas juste tenté, mais ont procédé à mettre des pressions très importantes sur les pays producteurs pour renégocier, améliorer les conditions d'opération qu'elles avaient, réduire différentes sortes d'impositions pour améliorer les conditions en disant si on n'a pas les meilleures conditions, on va arrêter. Donc, les effets de cette chute, ça va exposer la vulnérabilité des pays producteurs, surtout ceux qui sont extrêmement dépendants du secteur. Et ce qui est important simplement pour situer la dynamique qui va se faire très rapidement, beaucoup d'entre nous regardaient comme spectateurs, mais il est intéressant de voir que des groupes d'experts qui sont dans des organismes à but non lucratif, ils ne travaillent pas pour l'industrie ni pour qui que ce soit d'autre, ont commencé à dire attention, attention aux pays producteurs, la pression qui est en train d'exercer est pourrait être néfaste, ils l'ont dit dans des termes très diplomatiques, et donc ils ont commencé à dire faites attention de ceci, cela, et je vais partager un petit peu de ces mises en garde. Et ce qui est très intéressant, quand il y a crise comme cette situation, on lâche des concessions parce que les pays ne sentaient qu'elles n'avaient pas le choix, mais ce qui est loin d'être sûr, c'est que quand les prix remonteraient, comme elles ont fait, ce qui avait été lâché comme concession serait remis, si vous voulez, au niveau pré-pandémique. L'impact sur les pays producteurs, très vite, on s'est rendu compte qu'il y allait donc une baisse drastique des recettes fiscales avec des possibles crises des balances de paiement. Au début 2020, une vingtaine de pays, dont une série de pays africains, se trouvaient dans une situation de manque de recettes en devises pour payer leurs importations et rembourser le service de la dette. Ça incluait la République démocratique du Congo, la Guinée, la Mauritanie, le Sierra Leone, la Zambie et d'autres pays. Et donc, c'était tracé par des think tanks, si vous voulez, qui regardaient cela.
pour donner un exemple, dans les pays qui sont fortement dépendants du secteur, Chili, Pérou, une baisse de 10% du prix des matières premières impliquerait, il était estimé par certaines études, une baisse d'1% de la croissance du PIB. Donc, on voit tout de suite comment l'activité minière est menacée. Mais la difficulté pour les pays producteurs, il y a des impératifs contradictoires. D'une part, il faut mobiliser les fonds du secteur pour couvrir les soins de santé et pour éviter la propagation de la maladie et éviter l'effondrement de l'économie. Donc, il faut stimuler une reprise économique. Donc, il leur faut absolument ces devises et à court terme. D'autre part, ces mêmes pays producteurs étaient appelés par les compagnies, très fortement appelées, on les sommait de fournir un secours économique, de faire des concessions sur le plan fiscal. Sans ça, il y avait une menace que l'activité économique cesserait et donc les recettes minières cesseraient. Par rapport à l'enjeu plus théorique du retrait de l'État, ce qui est intéressant, dans des conditions exceptionnelles comme le Chili, où l'État a maintenu une société nationale, la Codelco, pour produire le cuivre. Dans ce cas exceptionnel, le ministère des Finances chilien a pu se tourner vers Codelco, branche de l'État, pour aménager le rythme de paiement des taxes, que ce soit plus annuel mais mensuel, et les avances sur les taxes à l'exportation, pour faire en sorte que ça renflouait les caisses de l'État. Une option qui est évidemment pas présente quand les pays cèdent la propriété des entreprises complètement au secteur privé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan des pressions des entreprises sur les pays producteurs? On ne pourrait pas minimiser la force de ces pressions en faveur de renégociation. Et puisqu'il était question de renégocier les conditions qui étaient prévues par les cadres réglementaires, je pense que cette histoire ou cette façon de voir cette pression comme exercer un pouvoir structurel est tout à fait intéressant. C'est à travers les cadres que les compagnies vont gagner plus de latitude dans leur capacité de collecter les recettes. Le Zimbabwe, par exemple, a accordé des dérogations sur les redevances minières. La Zambie a suspendu des droits à l'export et à l'import du secteur minier. Le Ghana, à l'époque, est toujours considéré un modèle de bonne gouvernance. À l'époque, premier producteur d'or de l'Afrique en 2009, s'est trouvé sous le poids écrasant de la dette qui représentait 70% de son PIB. Et sous cette pression-là, pour avoir accès à court terme à du financement, pour que toute la machine gouvernementale ne soit pas complètement amenée à une situation de crise, le gouvernement a procédé à ce projet de vendre des droits, la plupart des redevances sur les lingots du gouvernement. Alors certaines qui étaient proches de l'industrie disaient ben c'est parfait comme solution, d'autres disaient au contraire c'est très dangereux parce que le pays est en train de céder une marge de manœuvre pour ses opérations à plus long terme avec les compagnies. Il y avait des avertissements d'économistes à ce sujet. On disait que le Ghana risque d'approfondir ses relations de dépendance et d'accentuer les déséquilibres dans ses relations avec les entreprises multilatérales ou transnationales dans le secteur minier. Donc, tout de suite, les pays cherchent des solutions et c'est pièce par pièce, chaque compagnie négocie avec chaque gouvernement essaye de trouver des solutions comme il le peut. Et ça amène un constat que tout cela s'est fait en absence d'un cadre réglementaire commun pour faciliter une réponse plus globale et plus coordonnée. Donc, la situation de morcellement des cadres rend encore plus grande la vulnérabilité de ces pays. Chaque pays a son propre code, combinaison de lois, règlements, conventions, et comme on sait, les conventions sont des conventions bilatérales avec des compagnies individuelles, et donc
ça complique d'autant plus comment va se faire cette renégociation qui se fait sous pression. Et cette période est révélateur de la complexité des cadres réglementaires dans le secteur minier, mais aussi des pièges d'un tel contexte qui rend, dans une situation de crise, les pays extrêmement vulnérables. Et c'est ça qui a été pointé par, je parlais d'un certain nombre d'organismes, de think tanks, qui sont des organismes à but non lucratif, par exemple, the International Institute for Sustainable Development, qui disait, oui, on comprend qu'il vous, pays producteurs, il faut faire des concessions, mais attention, hein, si vous allez faire renégocier, par exemple, les conditions fiscales, il faut sélectionner quelles entreprises au niveau d'assurer qu'elles ont une contribution significative au niveau de l'emploi. Et ce n'est pas le moment d'encourager avec des concessions comme ça des nouvelles entreprises qui pourraient être justement des startups, etc. Une autre organisation qui a pris des positions un peu similaires dans ses études, il faut se rappeler le contexte. Tout ça, ça se passait très vite. On voyait les négociations, et c'est intéressant de voir que des gens qui connaissent très bien le secteur, comme Natural Resource Governance Institute, mettaient en garde la question de renégocier des contrats et changer les régimes fiscaux à un moment donné de crise, parce que ça risquait d'introduire des concessions qui ne seraient pas renégociées par la suite. Et donc, ça nous a mis dans une situation, parce qu'on regardait ce qui se passait dans d'autres secteurs, comme vous sûrement, on voyait tous ces débats, toutes ces difficultés, et la question qui se posait pour beaucoup d'entre nous, c'est dans quelle mesure qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon? Est-ce qu'on va se rendre compte que les négociations de coup par coup, etc., dans le court terme, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des pays producteurs? Est-ce qu'on va au contraire saisir l'opportunité après les pires moments de la pandémie pour se retirer, prendre un peu de recul et penser qu'est-ce qui est possible? Et puis c'est un peu le contexte de ma présentation aujourd'hui, c'est un peu dans ce sens-là que je vais conclure. La pression sur les pays producteurs a été exercée d'une façon de plein fouet sur les questions des cadres réglementaires, les taux de fiscalité, les taux de redevance, etc. Mais également sur la question de est-ce que oui ou non les opérations minières, les sites devraient rester ouverts dans une crise comme la crise qu'on a connue. Et les discussions qui ont eu lieu sont révélateurs de toutes sortes de situations très différentes, donc c'est très difficile de faire une espèce de synthèse parce que ce sont des expériences qui pouvaient changer sur le cours de quelques semaines ou quelques mois, mais aussi ça dépendait des types de régimes, etc. Et ça, ce qui est plus important pour moi, ça renvoie à un équilibre pour les pays à trouver entre protection de la santé et la nécessité de maintenir des activités économiques. Ils n'avaient pas de choix, il fallait que les mines restent ouvertes, mais la question c'était à quelles conditions, pour combien de temps les fermer, où les fermer. Et donc, il y a diverses réponses qui soulignent la diversité des situations et surtout les divers degrés d'influence qui vont être exercés par les compagnies sur les pays. Alors, dans un tel contexte, il est très difficile de faire des généralisations, mais il y a une chose qui m'a frappée en faisant des recherches, c'est de voir que dans les pays de tradition, j'ai parlé du free mining au début, ce n'était pas innocent parce que là où il y a des anciennes colonies de peuplement blanches, Canada, USA, Australie, Afrique du Sud, l'exploration, le traitement du minerai et tout ce qui est approvisionnement sur la chaîne d'approvisionnement était déclaré service essentiel. Il faut les garder ouverts. Quoi qu'il arrive, ça passe avant l'idée de fermer. Dans d'autres situations de régime libéralisé, Mexique, par exemple, producteur d'argent, cuivre, d'or et d'autres minerais, a déclaré le secteur non essentiel. C'est-à-dire, il fallait, au début de la pandémie, fermer ce secteur. Ailleurs, Philippines, Pérou, Brésil, Colombie, les opérations continuent. Et parfois, il y a un gouvernement qui ne prenait pas de position,
une entreprise, je parle d'un exemple de la compagnie Fruta del Norte dans le sud-est de l'Équateur. C'est une compagnie possédée par des intérêts canadiens. Lunden a décidé de continuer les activités et c'est au niveau de la municipalité, le maire de la ville Zamora qui a affirmé son opposition avec une phrase que je trouve très belle. Alors, au lieu de donner l'espagnol, je dirais d'abord vient la santé, puis après l'or. Il a tenu à ce que les opérations soient fermées. Donc, la résistance, et je suis en train d'illustrer l'espèce d'improvisation de comment se négocient ces enjeux aussi importants de la protection de la santé, de la protection des travailleurs dans des contextes juridiques qui n'ont aucune homogénéité d'une part à l'autre. La pandémie était aussi très révélateur d'anciens rapports de pouvoir. J'ai parlé du free mining parce que c'est illustratif. Ça faisait en sorte que, étant donné que l'extraction minière était non seulement considérée comme souhaitable et prioritaire, ça voulait dire que tout ce qui est consultation au Canada ou au Québec va être secondaire. On va déjà commencer à explorer et puis c'est par la suite qu'on va commencer à faire des consultations. Donc c'est avec ce background qu'en situation de crise sanitaire, nous, on a des gouvernements qui sont très, très, très favorables et proches de l'industrie minière. Et au début de la pandémie, il y avait la situation au Québec était très, très, très mauvaise, très mal gérée, énormément de décès. Et sous la pression des services de santé, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a fermé le secteur. Mais 3 semaines plus tard, il a levé la suspension. Et contre, justement, avec l'opposition des chefs autochtones. Et cette décision est évidemment très révélateur du contexte dans lequel l'extraction minière je l'utilise comme exemple de rapport asymétrique chez nous. Les dirigeants autochtones, que ce soit Ghislain Picard, chef des Premières Nations au Québec, ont dénoncé les reprises parce que ce qui s'est passé, il devait y avoir des consultations, mais les gens étaient confinés, donc ils ne pouvaient pas se présenter. Donc, c'était un backlash complet, mais ça s'est allé de l'avant. Et en Ontario, c'est aussi des chefs autochtones qui ont critiqué pour des raisons similaires. Autrement dit, les mines, c'est une réglementation provinciale, mais chaque fois aussi, ce sont les entreprises minières qui ont décidé qu'on allait de l'avant malgré les consignes de santé. Et dans notre pays, les mines, parce qu'on a des ressources minières qui sont dans le nord, que ce soit l'Ontario, le Québec ou ailleurs, ça veut dire qu'on a un système de fly-in, fly-out avec des gens qui viennent de la ville où il y avait de la COVID, qui a amené la COVID dans des communautés autochtones qui avaient essayé de faire des barrages routiers, etc., pour éviter la propagation dans leur communauté parce qu'ils étaient beaucoup moins protégés, ils n'avaient pas accès à la santé des hôpitaux. Donc, ça prend des proportions très importantes dans un contexte comme le nôtre où ça se fait sous fond de rapports qui sont déjà très asymétriques entre la population qui domine et la population autochtone. Donc, si j'insiste sur les illustrations du Canada, parce que ça permet de regarder un petit peu l'importance de la contextualisation historique des situations. Ce que je viens de suggérer, c'est qu'on a une conjoncture particulière où il y a un non-respect des obligations des communautés autochtones, ce qui explique la non-adhésion du Canada à la Convention pour respecter les droits des peuples autochtones, la Convention 169 de l'IO, l'Organisation internationale du travail. Et cet héritage continue jusqu'à présent et se traduit dans la manière qu'a été traitée justement la question, oui ou non, est-ce qu'on ouvre ou pas les sites miniers à l'extraction. Et ce qui est ressorti, c'est que la santé des travailleurs et leur bien-être n'était pas visiblement la priorité pour les compagnies et les gouvernements, en particulier dans les rapports d'asymétrie du pouvoir et qui posent la question de l'absence de régulation de ce secteur et du fait que ce soit pour coup par coup. Et puis, dans certaines communautés, peut-être plus près des centres québécois,
les résultats auraient été différents. Ce qui est important, c'est, et on conclura là-dessus, c'est de voir dans quelle mesure on peut imaginer des standards minimums de sécurité qui seraient appliqués de manière systématique à tout le monde, à toutes les compagnies à l'intérieur d'une même juridiction. Donc ça, c'est une des choses que l'on pouvait apprendre de cette crise de santé. Une dernière illustration de l'influence corporative, et là, ce n'est pas au niveau de l'impact sur les cadres réglementaires, mais là, au contraire, c'est l'impact que vont avoir les compagnies dans la démarcation de qu'est-ce qui est privé et qu'est-ce qui est public comme sphère d'intervention et de responsabilité. Domaine que je disais, la démarcation est déjà floue, et c'est en fait l'implication de grandes compagnies transnationales dans le secteur minier dans la fourniture de services de santé durant la crise sanitaire. À certains égards, les communautés, on ne pouvait pas être contre que les compagnies arrivent avec le matériel de protection, etc. Mais si on prend 2 pas de recul, on voit que ça soulève toutes sortes de questions de mandat. Est-ce que c'est aux compagnies de faire ça? Est-ce qu'elles ont l'expertise? Comment va être traitée la question d'équité? Qui décide, qui a droit à cet équipement? Et la question éventuelle d'influence sur les décideurs, je donnerai les illustrations, et l'implication à plus long terme, le risque, par exemple, si les gouvernements ont des politiques publiques qui sont en train de mettre en place, dans quelle mesure est-ce que cet apport massif de la part sur le plan ponctuel des compagnies va court-circuiter les efforts mis de l'avant par les stratégies publiques. Et il y a aussi à noter que l'arrivage avec les compagnies de ressources pour lutter contre la pandémie se fait dans certaines situations où il y a une contestation et une division à l'intérieur des communautés, et donc ça renvoie à une possibilité de renforcer la légitimité, la licence sociale d'opérer, si vous voulez, comme de façon plus générale, les stratégies de responsabilité sociale des entreprises. Pour illustrer les questions d'influence, en Côte d'Ivoire, une compagnie canadienne a fait une contribution très importante en équipement de protection, mais pas au ministère de la Santé, au ministère des Mines, au ministre des Mines, et la moitié de cette contribution était pour la région et l'autre moitié pour le site. Donc, ça illustre le problème de l'équité dans l'allocation de ces services. Au Sénégal, en présence du ministre des Mines, encore une fois, la compagnie Barrick Gold a offert son appui au ministère des Finances. Là encore, on a des dons très importants auprès du ministère des Mines. Et autre exemple, en Amérique latine, le Brésil, il y a un don de la part de l'industrie minière de millions de kits de tests qui ont été donnés au gouvernement fédéral, et peu de temps après, contrairement à ce qui existait avant, la chaîne des activités minières a été déclarée essentielle. Donc, on l'a réouvert. Visiblement, on n'est pas là pour le documenter, mais il y a des pressions qui s'exercent. Une illustration qui fera sourire et explique le choix que vous m'avez aidé pour l'annonce de cette conférence concerne la Guinée. On se rappellera, pour avoir été durant la période de la fermeture à Fria de Roussal, dans 2012 et 2018, si je me rappelle bien, la population a souffert énormément de cette fermeture par le manque d'emploi, d'électricité, d'eau, le problème d'accès aux soins de santé. Et avec la pandémie, Roussal s'est impliqué, et en février 2021, la compagnie Roussal a reçu le prix Best Guinea Company Awards pour sa responsabilité sociale durant la pandémie. C'est comme si on efface tout le passé et on rehausse la légitimité sociale durant cette période de crise. Il y a un constat qui est clair: que durant cette période, la RSE devient, c'est-à-dire la crise fournit une possibilité pour les compagnies d'être plus présentes. Et on a posé des questions de mandat et de compétences.
Mais la question sous-jacente ou l'interrogation qui peut se poser, c'est qu'est-ce que cette intervention de plus en plus présente des compagnies dans des champs nouveaux implique sur la clarification de la démarcation des responsabilités publiques et privées, qui est responsable de quoi, qui est imputable, à qui est-ce que la population peut demander des comptes. Est-ce que si l'équipement qui était fourni au Brésil ou en Côte d'Ivoire n'était pas bon, qui est responsable? Et donc, ça dédouane les États et ça met les compagnies dans une position, en fait, ils étaient là pour aider et puis ils ne sont pas vraiment responsables des conséquences à plus long terme. Je donne une illustration très banale des questions d'imputabilité. Et le résultat de cela, c'est que ce type de crise financière crée une situation dans laquelle les compagnies se trouvent, ont une ouverture pour répondre de plus en plus aux besoins des communautés. C'est tout un enjeu maintenant de la RSE et l'emphase grandissante là-dessus. Mais la danger, quand on est intéressé à la légitimité des cadres réglementaires et de leur défaillance, c'est de voir dans quelle mesure la place de plus en plus importante de la responsabilité sociale est en train d'ajouter à cette confusion qui, en fin de compte, donne des problèmes de légitimité. Si les cadres réglementaires étaient plus clairs et peut-être plus contraignants, si les compagnies étaient obligées de verser tant de redevances, tant, etc., il y aurait peut-être moins de problèmes de légitimité. Si les pays étaient en mesure de faire le suivi sur les impacts environnementaux et sur les droits de la personne, ça impliquerait qu'il y ait moins de problèmes de légitimité, peut-être moins de possibilités, moins de nécessité d'aller dans un sens de RSE. Et ça renvoie à des choses importantes soulignées par la Commission économique. De façon fondamentale, la Commission économique disait dans un rapport de 2011, il n'est absolument pas aux compagnies de se substituer au nom de la RSE aux activités des États. Au contraire, les initiatives de responsabilité sociale devraient compléter les activités des États par le biais des institutions, des administrations locales, donc appuyer les politiques locales, publiques, plutôt de les court-circuiter. J'arrive à la conclusion en quelques petites parties. Ce qu'on a essayé de souligner dans la présentation, c'est les limites des politiques du passé, des cadres réglementaires durant la pandémie qui n'ont pas pu apporter une réponse coordonnée à la pandémie, que ce soit pour protéger les travailleurs. C'est intéressant qu'en Afrique du Sud, on parlait des rapports de force. Ce sont les syndicats miniers en Afrique du Sud qui ont exigé la fermeture des sites miniers. Donc, en défaut, en absence de pouvoir, c'est intéressant comment d'autres acteurs doivent prendre la relève à cause de ces défaillances des cadres réglementaires et des responsabilités des États. On a illustré le problème aussi des consultations, l'absence que ce soit inscrit, réglementé, comme la Convention de 169, les pays devraient exiger aux compagnies qu'il y ait consultation. Le Canada refuse de signer. Qu'est-ce qui se passe en crise? Il n'y a pas de consultation. Et évidemment, ce n'était pas mon sujet, mais ça aussi fait ressortir les défaillances des systèmes de santé, le manque de sous-investissement, la faiblesse des politiques publiques, qui fait en sorte que quand il y a crise, eh ben, les compagnies prennent la relève. Et donc, il y a aussi évidemment des leçons à apprendre du côté de santé. Donc, la pandémie a eu cet avantage d'exposer des vulnérabilités et des faiblesses dans beaucoup de secteurs et nous invite à revisiter nos pratiques. Et la question de solutions à long terme nous amène à regarder de façon qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de volonté politique de la part des gouvernements, mais derrière cela, il y a des rapports asymétriques de pouvoir. Et les solutions, je ne les ai pas, mais les solutions sont dans la direction d'ouverture de l'espace politique en impliquant d'autres acteurs exclus jusqu'à présent, les communautés locales, les pouvoirs publics, les réseaux des parlementaires, les associations non gouvernementales, etc., les associations communautaires, pour élargir justement
l'espace politique et ce serait seulement de cette façon qu'on pourra assurer plus de transparence, reddition des comptes, accès à l'information. Et derrière cela est la nécessité de clarifier la démarcation des responsabilités et des mécanismes d'imputabilité des acteurs dans le secteur minier, exiger plus de transparence dans la répartition des recettes minières. Claire, en me présentant, a mentionné que je travaille sur un autre, je dirige un programme Accès à la santé, ressources minières et politique publique, et c'est précisément de ça qu'il s'agit, de voir comment, s'il y avait une meilleure traçabilité, où vont les recettes minières, on pourrait payer, on l'a démontré au Mali et au Sénégal, on pourrait assurer le financement de l'accès aux services publics de base, dont dans la santé, pendant un bon nombre d'années, avec une partie d'une année des recettes minières. En absence de justement des pas en arrière et recul, de voir qu'est-ce qu'on a appris et comment il pourrait y avoir une révision des stratégies antérieures. Une autre lecture qu'on peut faire est celle il y a plusieurs éléments qui suggèrent que c'est peut-être bien ce qui est en train de se passer, et l'analyse en termes de rapport structurel du pouvoir nous amène un petit peu dans cette direction, mais je refuse une analyse qui serait prédéterministe et qui ferme les espaces de changement, parce que je sais, pour l'avoir vu, il y a des espaces de changement possibles. La pandémie, pour certaines personnes, cette pandémie peut être vue comme un élément qui contribue à la possibilité des entreprises d'utiliser des stratégies de choc. Naomi Klein a un bouquin qui est assez remarquable, qui s'appelle The Shock Doctrine, dans lequel elle décrit comment les guerres, les crises, les bouleversements, une crise sanitaire, etc., peuvent servir à des réaménagements profonds dans lesquels les entreprises se repositionnent et sont en mesure de tirer énormément de profit de ces situations. Donc, ces recompositions, on est en train de les voir. Vous avez remarqué sans doute, on est à peine sorti de la pandémie. Les gouvernements sont en train d'aider l'industrie. Chez nous, c'est à des milliards de dollars pour ce qu'on nous annonce comme une transition énergétique globale vers une économie plus verte. Et donc, l'industrie, certains secteurs de l'industrie se retrouvent très, très renforcés. On est dans une situation où la mentalité est en crise, il y a des demandes très importantes, il y a la guerre en Ukraine, et on voit dans le secteur hydrocarbures chez nous et dans d'autres secteurs, profitant de ce secteur de crise, il y a des demandes spéciales auprès des gouvernements. Et chez nous, c'est très intéressant comment, dans cette mentalité de crise de la guerre en Ukraine, de la crise de la pandémie, et là, il y a la nouvelle crise, c'est la nécessité, à cause de la menace de la concurrence chinoise, etc., les secteurs stratégiques et des secteurs comme le cuivre, lithium, le cobalt et graphite sont en train de recevoir littéralement des milliards de dollars de subventions à partir de fonds publics pour aller de l'avant. Comme je me rappelle avoir jamais vu une espèce d'engouement à ce point-là, mais dans une situation qui, encore une fois, suggérée comme critique, qui ironiquement vient juste après la crise de la pandémie. Mais toute cette précipitation se fait sans révision des cadres réglementaires, sans harmonisation et sans que le modèle minier extraverti que l'on a du court terme soit questionné et pensé en termes de qu'est-ce qui pourrait être mis à la place. Alors la recherche là-dedans, il est intéressant de revenir, de voir à quel point, qu'est-ce qu'on a appris, les cadres réglementaires, une conception de la RSE sont maintenant institués de telle façon qu'on continue à penser l'avenir comme si la solution, c'est augmenter la place des États, des compagnies, des entreprises dans le secteur de santé et d'autres secteurs, et on sous-estime le potentiel de la responsabilité des politiques publiques. On minimise les possibilités qu'il y ait des interventions plus stratégiques de la part des pouvoirs publics.
non seulement dans le secteur santé, mais dans le secteur transformation structurelle, secteur minier, pour que la société soit plus équitable, que les gens aient meilleur accès aux services de base. Et donc, parmi les questions qui pourraient faire l'objet de recherche en ce moment, c'est savoir si ce qui vient de se passer durant la pandémie va servir de moment de bilan, de prise de conscience. Est-ce qu'on en prend acte et est-ce qu'en prenant acte, on cherche à redéfinir ou au contraire, et je conclus avec quelques interrogations, s'agirait-il de reproduire encore à l'avenir ces agendas de court terme de l'ancien modèle aux dépens d'une perspective qui vise des objectifs à plus long terme grâce à l'introduction de politiques publiques. Il en est question depuis une quinzaine d'années maintenant, parce qu'on pourrait imaginer de façon positive des recherches futures qui pourraient être axées sur quels vont être les impacts de l'évolution actuelle de la démarcation de plus en plus floue des sphères d'autorité et de responsabilité, dans la mesure que ça va poser de plus en plus de questions d'imputabilité. Qui fait quoi? Ça, on est déjà, personne ne veut le regarder en face, mais les problèmes de légitimité des compagnies viennent de cela. Et face aux attentes des communautés autour d'eux, la réaction risque, on craint, d'être une relation s'il n'y a pas des possibilités de réagir autrement, face au désarroi des communautés, une relation de sécurisation des compagnies et de violence. Alors, une autre direction, c'est de voir et dans quelle mesure la recherche pourrait contribuer à un renouvellement des politiques, regarder sur les conditions propices à l'émergence de normes partagées, ou dans les domaines où on a dit, bon, ça manquait cruellement au niveau des consultations, au niveau de déclarer, tout comme l'OMS a des normes, on pourrait, et là c'est quelque chose d'étudié, mais si l'OMS décrète qu'il y a une situation de crise sanitaire, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur minier? On pourrait imaginer, si on le voulait, des réponses beaucoup plus coordonnées à l'avenir, parce qu'on risque d'avoir d'autres pandémies. Et plus fondamentalement, dans la même sorte d'idée de renouvellement des stratégies, sortir des sentiers tracés et réfléchir sur les conditions susceptibles, comme on essaye de faire sur notre travail santé et mine, accès à la santé, de voir quelles sont les conditions pour l'émergence de politiques qui pourraient contribuer à la transformation, au renouvellement du modèle minier pour que le modèle minier soit un modèle transformateur, catalysateur de stratégie, autrement dit, un modèle qui priorise la transformation locale, les échanges entre secteurs, non seulement régional, mais entre régions. Il y a plein d'idées qui ont été mises de l'avant. Et donc, tout le défi, c'est sortir des logiques de court terme, de réagir aux crises, comme on a vu les États très mal pris, complètement à genoux, complètement vulnérables durant la pandémie. C'est comment construire à travers des réflexions à plus long terme une plus grande résilience, une plus grande capacité de réagir à des crises ponctuelles que ce que la pandémie nous a appris. Alors, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais vous partager. On ne t'entend pas, Claire. Ça marche pas. Ton. Et là, est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Oui. Voilà. Bon, désolé, c'est mon autre casque qui fait des siennes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ce que je disais à Bonnie, merci beaucoup vraiment pour cette présentation très riche, hein, qui vraiment montre des aspects très diversifiés et à des échelles à des échelles multiples, hein, de la pandémie.
Moi, l'impression que j'ai, c'est quand même que cette pandémie, elle est un révélateur de beaucoup de problèmes qui sont quand même préexistants, hein, un peu comme tu l'as un peu dit à différents moments, et qu'elle a renforcé encore, elle les a plutôt mis en exergue que vraiment créés. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. On verra peut-être au fur et à mesure des questions qui vont venir si c'est ce qui se confirme ou pas. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions, si certains voudraient poser une question, soit oralement, soit dans le chat, comme vous le souhaitez. Oui, Michel. Michel? Micro. Bonnie, merci beaucoup pour cet exposé et surtout pour le plaisir de t'entendre et de te voir, même à distance. Mon Ceci plaisir, dit, plaisir partagé. j'ai une question à te poser parmi toutes celles qu'on pourrait évoquer, bien sûr, mais je vais pas essayer de ne pas être long. Je me demandais en t'écoutant, d'abord, s'il y avait eu des négociations dans le cas d'une fermeture, bon, qui théoriquement se veut temporaire, ça c'était ma première question, et en cas de fermeture, est-ce qu'il y a eu un maintien des services que autrefois l'entreprise fournissait, par exemple l'électricité, les séminaires qu'on a eus sur le cas de Fria, par exemple, et des fermetures définitives, ou en tout cas qui risquaient d'être longues, avaient prouvé l'inverse. Et troisième élément en cas de fermeture temporaire, ou qui se veut temporaire, est-ce qu'il y a eu des mécanismes pris en charge du même type que celui du chômage partiel pour continuer à payer en partie les salariés et surtout ceux qui, et est-ce que ça n'a pas été parfois le critère de choix si tout le monde n'a pas été rémunéré, de ceux qui paraissaient comme des travailleurs essentiels. On a parlé de services essentiels, mais là en interne pour l'entreprise, de ceux qui paraissaient essentiels, les plus qualifiés, ceux qui sont les plus longs à former et à recruter, etc. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour la question qui demanderait un autre expo. Les situations, elles sont tellement variées et j'avoue, je n'ai pas fait le terrain. Et en réponse, par exemple, contrairement à Fria, dans les communautés autochtones, c'est pas la compagnie qui fournit l'eau et l'électricité. Donc, la compagnie ferme, les gens n'ont pas d'emploi et c'est bon, l'eau, elle est même pas fournie, elle devrait être fournie par le gouvernement, l'électricité par le gouvernement aussi. Donc, ce n'a pas du tout les mêmes proportions. Ce que j'ai pu voir, c'est que les fermetures ont été rares et courtes. Les compagnies ne voulaient pas cela. Et donc, la question très précise au début, est-ce que les services ont été maintenus? Je peux simplement répondre, ça dépend des circonstances. Les recherches que j'ai faites là-dessus n'étaient pas des recherches de terrain et suggèrent que dans les cas que je connais, ça a été si court. L'autre élément que je peux apporter, oui, il y a eu des tentatives en Afrique du Sud, par exemple Anglo-American, qui a une façon d'intervenir qui est assez différente que certaines compagnies, a maintenu, et on le mentionne dans l'article, une partie du salaire des travailleurs avec l'idée que la compagnie voulait garder les mêmes travailleurs et donc ne voulait pas qu'ils partent pour autre chose. Donc, au cas par cas, il y a eu, mais c'est l'exception là encore, si et quelles ont été les autres modalités. Je sais pour avoir lu un tout petit peu sur l'Amérique latine, parfois c'était les communautés qui s'organisaient pour aider les familles des mineurs quand c'était fermé, des soupes populaires, etc. Donc, ça a été, je réponds très vaguement à ta question, j'en suis désolée, parce que la question, elle touche tellement de cas différents et je n'ai pas fait des recherches plus précisément là-dessus, mais j'ai l'impression d'une grande improvisation en fonction des cas différents qui illustre encore ce fait que
une situation comme ça, personne n'était préparé pour cela. Et c'est le fil qui est au fond de ce que je suis en train d'essayer de présenter. Et c'est inacceptable parce que la difficulté qui est posée, on s'attend que les travailleurs soient là, on ne s'occupe pas de leur santé. Et il y a eu des ratés, mais qui a documenté les pertes de vie à cause de ça, du fait qu'on a continué à faire travailler des gens dans des situations que l'on savait étaient dangereuses. Merci. Merci, Bonnie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste en ce qui concerne FRIA, ils ont été rebranchés sur le barrage, et c'est l'État, enfin, oui, c'est la compagnie nationale qui a réinvesti et qui de nouveau fournissait l'électricité. Ça venait plus de la compagnie. Mais c'est vrai que c'est assez fantastique. Eux, la tactique qu'ils ont eue, mais ça, c'était avant pandémie. Grâce à la pandémie. Non, ça, c'était avant. C'est un autre problème. Ils ont réembauché les gens, mais sous des contrats. Ils ont rembauché les gens qu'ils avaient avant, qu'ils avaient tous licenciés, mais avec des contrats via une entreprise. Donc, en fait, ils étaient en, comment ça s'appelle? CDD. En CDD. sous-traitant. Voilà. Et par des boîtes d'intérim. Et du coup, ils étaient virables. Dès qu'il y en a un qui bougeait, ils pouvaient sauter. Mais effectivement, Bonnie l'a souligné, là, c'est qu'ils ont quand même ils ont reçu un prix pour avoir été réactifs face à la pandémie et avoir apporté du soutien. C'est assez effarant quand on sait comment c'est pourri. Bon, c'était juste un petit complément. Merci Catherine. Je vois que Moussa Doumbo demande la parole. Merci à vous tous et particulièrement à Bonnie pour cette présentation très riche et vraiment très instructive. Hein. J'aimerais juste savoir dans cette dynamique-là, par rapport justement aux effets là, des renégociations, est-ce qu'on a une idée sur les répercussions au niveau de l'emploi ou d'autres aspects du secteur minier? L'impact au niveau de l'emploi? Voilà, l'emploi ou d'autres aspects du secteur minier. Des arrêts. Ce que j'en sais, c'est que les choses sont... Non, j'avoue, je n'ai pas regardé ça, l'impact à plus long terme. La recherche que je vous ai présentée était demandée dans une période très prise. Ce qui ressort de ce que j'ai pu voir, c'est que les compagnies souhaitaient avant tout que les choses reprennent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont dû, quand il y a eu des arrêts, les cas que je connais le mieux, c'est plus près de chez nous, parce que ça en était plein les journaux, ou certains journaux, où les compagnies voulaient reprendre et les populations autochtones, qui, une bonne partie d'eux, sont aussi impliquées dans l'emploi des mines. Bon, la difficulté, c'était le contraire, c'était d'arrêter. Et c'est sûr qu'il y a eu des débats ici parce que si les communautés résistaient, les communautés autochtones, les compagnies, comme j'ai mentionné, utilisent le fly-in, fly-out. Vous pouvez utiliser des non-autochtones pour remplacer les travailleurs. Je ne sais pas dans quelle mesure, ça c'est le cas ailleurs, mais on peut s'imaginer dans des situations de rareté d'emploi, c'est une hypothèse, que si les gens ne veulent pas aller à la mine, il y a d'autres gens qui sont là pour prendre la place. Ça a été le cas chez nous. Je ne peux seulement qu'extrapoler. Je ne sais pas, ça serait intéressant et je suis ravie de te voir, Moussa. Bonjour, salut. Mais tu aurais certainement des choses... C'est un plaisir partagé, Bonnie. Merci beaucoup. Tu aurais sûrement des choses à nous partager de l'expérience au Mali. Au Mali, c'est vrai que durant la période de crise, dans la zone de Kéniéba, il y a eu quelques conflits avec les travailleurs, mais au niveau quand même national, les compagnies ont contribué comme contribution de solidarité nationale à hauteur de
3 millions comme ça hein, de dollars US. Hein. Donc, c'est quand même assez significatif quoi, à l'époque, quoi, de la part des compagnies minières. Et la Pour contribution, faire face à la pandémie. Quoi. et la contribution était en matériel protectif? Il y a eu un équipement, mais aussi un numéraire aussi. OK. Un équipement de santé, mais aussi un numéraire. Et est-ce qu'il y a eu fermeture? Pas au niveau des sociétés. Hein. Il y a eu un ralentissement d'activité, certes, mais il n'y a pas eu de fermeture. C'est ce que j'ai demandé Voilà. à plusieurs personnes et c'est ce qui ressort surtout. C'est-à-dire il y a cette volonté pour des raisons techniques de garder les opérations ouvertes. C'est ça. Et donc, le bilan qu'on fait, c'est intéressant parce que ton propos illustre très bien. C'est-à-dire il y a un problème de fond, la fermeture ne se pose pas. Et la compagnie, les compagnies font des dons très importants. Donc, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'on n'a pas besoin de retourner vers les réglementations et essayer de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux la prochaine fois? Et au lieu d'avoir cette négociation pièce par pièce, et je ne sais pas si tu as été au courant de choses comme j'ai décrit où certaines compagnies faisaient leur contribution directement au ministère des Mines, quand on aurait imaginé qu'une contribution dans une crise sanitaire serait au ministère de la Santé. Ça c'est un point qui m'a frappé dans les recherches. Je ne sais pas s'il y avait des annonces un peu similaires au Mali. Bon, pas à ma connaissance. Mais ce qui est sûr, c'était l'occasion hein, pour ces sociétés aussi de se faire une bonne image de marque, une image sociale comme on dit. Donc lors de ces crises-là, donc en se faisant, en tout cas, donc en se faisant voir au grand jour, quoi, en se mettant en avant pour dire que bon, elles sont une entreprise sociale qui viennent donc en aide des communautés lorsqu'il y a des crises de ce genre-là. Si je peux permettre une autre question, Moussa, au moins que quelqu'un d'autre ait une question tout de suite. J'accapare Moussa. Les informations dont on disposait ici étaient plutôt en langue anglaise. Et les sources les think tanks, comme vous avez vu, faisaient, bon, à part la Mauritanie, mais faisaient surtout le suivi au RDC de pays anglophones, Zambie, Zimbabwe, etc., de comment on a mis énormément de pression et ils ont plié, les pays ont plié. Est-ce que tu as connaissance au Mali de tentatives de renégociation des clauses fiscales ou est-ce que c'était peut-être pas très public tout ça? Parce non, pas, en tout cas, pas de façon publique. Non, pas de façon publique. Pas de façon publique. Ça me permet, si vous voulez bien, de poser une question aussi qui va un peu dans ce sens-là. Pour demander en fait à Bonnie si vraiment dans les sources que tu avais, alors là pour le cadre, parce que tu as évoqué que il y a eu des très fortes pressions sur donc les États pour renégocier les contrats miniers, notamment au niveau de la fiscalité, parce qu'il y avait un impact notamment sur les cours de ces matières premières, sur les cours de ces produits. Donc, il y avait moins de recettes de la part, moins de recettes pour les États, moins de recettes pour les compagnies, et d'où cette pression pour renégocier les clauses. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour toutes les ressources minières? Et je pense notamment au cas du Mali avec l'or, parce qu'en fait, dans une période de crise, l'or est toujours une valeur refuge. Donc, en général, dans ce contexte-là, les cours ne baissent pas. Au contraire, ils ont plutôt tendance à monter. Et je dirais, ça peut-être expliquer pourquoi il y a peut-être eu moins de pression, ou en tout cas pas de pression aussi forte que dans d'autres pays pour d'autres ressources minières. Est-ce que tu as entendu parler de cette spécificité du secteur aurifère?
Non, mais c'est à Moussa qu'on pourrait poser la question. Ouais. Donc, Moussa, Non, as-tu... oui, je pense que c'est ce que j'ai voulu un peu dire, hein, parce qu'au regard de leur contribution donc, au niveau national, en quelque sorte, même aussi hein, pour au niveau du budget, hein, l'or se présente comme vraiment un secteur refuge pour l'économie nationale en période de crise, justement. Donc, au lieu qu'il y ait des tensions à l'interne, au contraire, c'est une forme d'adaptation quoi, à la situation. Quoi. Cette tendance-là qui s'est avérée être dans le cas du Mali. Voilà, plutôt que des tensions, mais une gestion un peu collégiale, ou bien, je ne sais pas comment le terme m'échappe, quoi. Voilà, à l'amiable, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est un bon point, Claire. Je sais que je repense rapidement aux pays que j'ai énumérés, mais là, par rapport aux questions de fermeture, dans les pays producteurs d'or, notamment en Amérique latine, les pressions ont été très fortes malgré la volonté des communautés de maintenir les opérations ouvertes. Mais donc, ce que j'ai pu lire, c'était plutôt au niveau de fermeture ou pas, non pas de renégociation des cours. La documentation que j'ai eue, c'était plutôt qui traitait de pays dont j'ai parlé en Afrique par rapport à la renégociation, Zimbabwe, Zambie, Ghana. Mais Ghana est un producteur d'or, mais c'était pour des raisons de ses propres problèmes. Ses recettes ont baissé probablement parce que l'activité a baissé et j'imagine, je n'ai pas regardé exactement ce qui s'est passé, mais qu'il y a un ralentissement du rythme de production au Ghana, donc chute des recettes du pays, donc les crises dont on a fait état. Parce que si je prends le cas de la Guinée, par exemple, au contraire, la production, les exportations d'or ont fortement augmenté pendant la pandémie, quoi. Donc c'est pour ça que je me posais la question s'il y avait vraiment une spécificité. J'avoue que je n'ai pas regardé pour le Mali, mais pour la Guinée, en tout cas, il y a eu clairement un accroissement considérable. Alors c'est peut-être lié à la fermeture de la frontière avec le Mali, dans la mesure où une partie de l'or qui circulait avant de manière illégale entre la Guinée et le Mali, pour des raisons fiscales, mais aussi de proximité, parce que c'est tellement plus facile d'exporter l'or vers le Mali, vers Bamako, qui n'est pas loin, que vers Conakry, qui est beaucoup plus loin. Voilà, donc ça peut être lié à la fermeture de cette frontière, et du coup, toutes les exportations d'or, notamment artisanales, se sont reportées vers Conakry, où elles ont été enregistrées comme des nouvelles exportations importantes. Voilà, donc ça peut être spécifique au secteur de l'or. Oui, mais on a ce cas intéressant où le Ghana, premier producteur d'or, a été sous des pressions énormes. Donc, dans un certain sens, est-ce que c'est, parce qu'on a souligné dans les travaux auxquels on a fait référence, les ralentissements de production, de construction, et dans quelle mesure ça a été utilisé par certaines compagnies pour dire on ralentit la production dans le pays, au Ghana en particulier, parce que le Ghana s'est trouvé complètement à genoux. D'accord. Et alors, j'ai encore, s'il n'y a pas trop d'autres questions pour le moment, j'ai encore une autre question dont tu as bien souligné hein, cette priorité, cette importance de la transformation structurelle locale grâce aux ressources minières. C'est vraiment une question de fond qu'on a en tête vraiment depuis très longtemps, depuis les travaux d'Hirschman pour toutes les ressources minières. Quel impact sur la transformation locale, sur les liaisons en amont, en aval, sur le développement de nouveaux secteurs d'activité, des retombées. Et donc, là encore, la pandémie remet en exergue ces questions-là, mais qui préexistaient. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que finalement, c'est une transformation structurelle qui serait plus facile ou qui déjà se déroule plus facilement par l'exploitation artisanale
que par l'exploitation à grande échelle qu'on a étudiée depuis des dizaines d'années et sur laquelle on a vu très peu de retombées sur les autres secteurs d'activité. Donc, est-ce que, et là, bon, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau du secteur artisanal pendant la pandémie, mais est-ce que cette question de plutôt promouvoir le secteur artisanal pour avoir des retombées, une transformation structurelle, elle ne se pose pas de façon encore plus prégnante maintenant? Mhm. Oui, c'est une question fort intéressante, incroyablement complexe parce qu'elle varie des situations. Comme tu sais, je ne suis pas une spécialiste des secteurs artisanaux et puis il faudrait voir Ouais. et demander à des gens qui sont sur le terrain, Moussa, qu'est-ce qui se passe et quels sont les débats. Mon constat, c'est plutôt euh, pour souligner à quel point cette crise a fait en sorte on est resté campé dans le court terme et au niveau du secteur industriel. C'était un point fondamental. Et quand on sait très bien qu'il y a des possibilités d'autres choses, et dans le secteur artisanal, il y a également toutes sortes de possibilités, mais je ne sais pas, ça dépendra des politiques publiques. Ce que l'on voit surtout, c'est plutôt du côté, là c'est très difficile parce que là il faudrait une initiative de pays producteurs. Ce que l'on voit de pays comme les pays qui importent les minerais, comme en Amérique du Nord, c'est plutôt on est resté non seulement campé sur l'ancien modèle, mais c'est vraiment la fuite en avant. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les minéraux critiques, etc. Et donc, il y a de moins en moins de discussions de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on faisait. Donc, la discussion que tu soulèves, il faut qu'elle vienne des pays producteurs et en fonction, c'est Moussa qui est en train de faire un oui de la tête, euh, dans, dans quelle mesure est-ce que cette fragilisation, si ça a été reconnu comme tel, du secteur industriel, souligne l'importance du secteur artisanal et de la transformation importante. Alors, je repose la question à Moussa. Oui, je pense que les petites mines ont été plus à même en réalité de faire face à la crise. Et pour revenir justement à la baisse d'activité qu'on évoquait, en 2020 et 2021, on a quand même enregistré une baisse de la production au Mali. Donc, lié sans doute à la crise, mais aussi au contexte également donc de l'économie nationale. Mmh. Et le grand absent dans la question de Claire, c'est une réflexion sur le potentiel des politiques publiques et de la planification à plus long terme et le renouvellement du modèle. Est-ce que ma conclusion, sans vouloir être trop négatif, on voit plutôt une montée de la place des compagnies. On a parlé de comment une compagnie comme Afria a pu être dans une position extrêmement critiquable et se retrouver faire surface, etc. Et puis, nouveau chapitre. Le constat que l'on fait, c'est que l'industrie s'en sort redorée plutôt que... Et ça n'augure pas beaucoup pour une réflexion sur est-ce qu'il faut repenser la RSE, repenser le partage des responsabilités et le rôle des politiques publiques. C'est un peu la grosse interrogation qui ressort aussi de tout le travail qu'on est en train de faire justement avec l'équipe de Moussa sur le potentiel absolument incroyable des politiques publiques pour mobiliser les recettes minières pour devenir moins dépendants, que ce soit en santé, en éducation ou autre chose. On a des chiffres au Mali, tu auras au Sénégal, c'était en 2019, les recettes minières, 40% des recettes minières auraient pu couvrir 5 années des services de base d'accès à la santé universelle du pays. 40% d'une année, 5%. Et Moussa, c'était des chiffres un peu similaires au Mali, non? Oui, au Mali, ouais, tout à fait.
Mais je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des autorités, hein. Quand on discute avec les autorités, la tendance vraiment va dans ce sens-là. Vraiment valoriser les ressources donc issues de ces activités-là, afin vraiment de faire donc, bénéficier davantage aux populations concernées. C'est une tendance maintenant qui est ancrée dans les politiques qui sont en tout cas mises en œuvre dans nos pays actuellement. D'autant plus qu'il y a très peu de secteurs hein, qui sont pourvoyeurs de ressources financières hein, comme le secteur minier. Donc, on n'a pas d'autres alternatives. Quoi. Ok. Si je peux. Oui, vas-y, Catherine. Sur Russell, effectivement, ils ont gagné des prix pour leur bon comportement pendant la pandémie. Mais quand on regarde, apparemment, en 2021, les exportations de bauxite de la Guinée ont été ont fait un record. Par contre, là, c'est en train de chuter à cause de la guerre en Ukraine. Et c'est peut-être un autre événement qu'il faudra regarder de près parce que j'avais parcouru 2-3 textes rapidement. Hein. Et là, Russell, sur les mines de Diandian, disait qu'ils allaient bientôt, comme avec la crise, ils allaient bientôt être incapables de payer les salaires des mineurs. Puisqu'ils n'ont plus accès à leurs fonds. Et d'autre part, un des soucis, c'est qu'une de leurs usines de transformation est là en Ukraine, dans le Donbass. Donc, c'est un peu compliqué d'y emmener du minerai. Et donc, c'est peut-être encore une autre forme un autre impact. Là, c'est plus la pandémie, mais c'est quand même assez intéressant de voir l'impact que ça donne aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'impact du risque de famine à cause de la guerre en Afrique et dans le Moyen-Orient, mais là, il y a aussi cet aspect-là. C'est vrai que moi, je n'avais pas percuté, et c'est en recherchant un petit peu, juste avant le séminaire, ce qui se passait sur la Guinée, que je suis tombée sur ces papiers, et c'est vrai que ça pose des questions, quoi. L'incroyable vulnérabilité des pays producteurs du fait d'un modèle qui est extraverti, qui dépend de toutes sortes de conditions, que ce soit guerre, climatique, etc. Et c'est un peu l'interrogation. Quelles leçons sont à tirer de toutes ces questions-là? Oui, ça repose la question de la transformation structurelle grâce aux ressources minières, chose qui ne se fait pas, effectivement. Et justement, je voulais encore te poser une autre question sur justement la légitimité. Tu as beaucoup parlé de ces finalement services publics qui sont pris en charge par les entreprises et de leur non-légitimité pour le faire. Et du rôle, alors en fait, c'est quelque chose là aussi qui n'est pas propre au secteur minier parce que donc quand on travaille sur le secteur agricole, on voit que quand on est par exemple sur des produits d'exportation comme le coton, on a le même type de phénomène dans les zones cotonnières. Ce sont les sociétés, alors d'accord, ce sont des sociétés nationales, mais ce sont les sociétés cotonnières qui prennent en charge tout ce qui est politique de développement, enfin, qui l'ont fait pendant très longtemps, tout simplement parce que, et ça renvoie au problème de moyens des États africains, des budgets des États qui sont très faibles. Il faut voir que les budgets des États par rapport à la richesse nationale sont 2 fois moins élevés, au moins 2 fois moins élevés que les nôtres. Donc c'est clair qu'ils ne peuvent pas du tout prendre en charge les mêmes services publics. Et là, ça nous amène à la question que tu posais tout à l'heure, où vont les recettes minières? Mais ça, à mon avis, ça pose encore 2 sous-questions. D'abord, ça pose une question un petit peu embêtante sur la légitimité des représentants nationaux, des parlements nationaux, puisque ce sont eux qui votent les budgets des États. Les recettes minières, elles viennent dans un pot commun. On a un ensemble de recettes publiques qui viennent des taxes diverses et variées.
qui viennent notamment des recettes minières. Et ensuite, ce sont les parlements nationaux qui décident de l'utilisation de ces recettes. Donc ça, c'est la première chose, c'est une première question qui se pose. Et puis la deuxième, c'est celle de l'optimisation fiscale excessive. C'est-à-dire qu'on a au niveau, comme tu le sais, on a donc au niveau de l'exploitation à grande échelle, on a des recettes qui devraient arriver dans les pays, qui devraient arriver au Mali et qui n'y arrivent pas à cause de prix de transfert ou d'autres manipulations qui permettent de faire apparaître donc des profits ailleurs que dans le pays où ils pourraient être taxés. Donc là, bon, voilà, cette question où vont les recettes minières, elle a des dimensions qui sont vraiment. Alors, je pense qu'il y a quand même des avancées, hein, si on pense à tout ce qui se passe au niveau de l'OCDE et comment dire, du reporting par pays. Mais la question, c'est est-ce que ça a vraiment des chances de changer quelque chose dans le secteur minier? Est-ce qu'il y a vraiment des chances que ces initiatives de transparence sur où les entreprises font leurs profits a des chances de changer les choses en ce qui concerne les recettes minières dans les pays du Sud? Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu poses les différentes facettes de cette complexité. Sur la première dimension, sur les responsabilités des élus locaux, le peu que j'ai vu dans les discussions dernièrement au Sénégal, à quel point il y a une demande de la part des chercheurs de la société civile et de certains parlementaires et du réseau des parlementaires qui soient plus impliqués, qui pourraient avoir accès à l'information, voir les contrats, que les autorités locales, là où sont les mines, voient les contrats, etc. Il y a une opacité très, très importante. Donc, formellement, il y a une structure de comment on présente justement la prise de décision. Puis, il y a ce qui se passe au niveau de des enjeux de pouvoir qui sont aussi maintenus en place parce que certains intérêts externes sont très intéressés que ça reste comme ça. Et donc, là, je parle simplement du Sénégal parce que c'est là où on a vu et une volonté pour que ça change. Et différentes commissions de santé qui disaient oh, vos recommandations sont super intéressantes, il faut faire une... et puis en même temps, la personne qui représentait le ministère des Mines disait ah ben, il ne faut pas toucher à la stabilité fiscale. Quand il y a certaines compagnies qui ont une stabilité fiscale jusqu'en 2060. Hein. Et le FMI dit, écoutez, il faut revoir la stabilité fiscale. Alors, on ne disait pas autre chose que les institutions multilatérales et EITI, etc. Mais c'est intéressant de voir. Bon, et là, ça m'amène en parlant comme Canadienne, à quel point le poids du gouvernement canadien, et j'en parle dans d'autres circonstances, est complètement et à jour en la diplomatie canadienne, l'aide canadienne, la politique étrangère canadienne est là pour appuyer les compagnies minières qui sont domiciliées, et c'est, je crois, 3/4 des compagnies minières du monde qui sont domiciliées sur des stock exchange, les sites boursiers au Canada. Et il y a énormément de facilités. Et un qui nous a beaucoup frappé quand on travaille avec le Mali, par exemple, il y a ces fameux accords bilatéraux d'investissement qui défavorisent les petites entreprises qui voudraient éventuellement vendre ce qui est produit localement pour les entreprises parce que les compagnies ont avantage d'acheter les pièces intermédiaires au Canada avec ces accords bilatéraux d'investissement. Et donc, nos politiques commerciales sont à l'encontre des politiques de transformation dont tu parlais. Donc, on peut dire et redire, comme la Commission économique l'a dit d'une façon très éloquente, il faut des liens intersectoriels, il faut créer des liens entre énergie, mines, agriculture, etc. Mais quand on voit concrètement les obstacles qu'on a écrits là-dessus sur les difficultés de l'implementation de la vision minière africaine, c'est des belles idées, mais les blocages qui sont beaucoup de l'extérieur, de comment mettre cela en marche, c'est là où il y a une incroyable responsabilité
des pays où sont domiciliées ces compagnies, parce que toute leur richesse de ces minières et éventuellement les fonds de pension et tout le reste de nos pays dépendent que le type de système que l'on a en place, qui vont aller chercher la richesse à court terme, etc., contre la transformation, contre les politiques publiques, contre redéfinir le modèle. C'est très frappant de voir à quel point nos systèmes sont organisés pour faire obstruction à ces transformations. Il ne faut pas aussi oublier, pour ajouter un peu, pour compléter ce que Bonnie a dit, le poids aussi et le rôle des organisations de la société civile aussi, hein, en tout cas qui essayent d'avoir un œil, un regard sur les ressources là, afin que ça ne leur échappe pas quoi, considérablement. Donc ça aussi, c'est quand même un facteur à prendre en considération. D'accord. Parlant de la transparence quoi, de ces revenus-là. Très important. Ouais. Bah, écoutez, je crois qu'on va arrêter quand même sur cette note au moins un peu positive de, Merci Moussa. de Moussa. Voilà. Bonnie, un grand merci à toi pour cette présentation. Elle va donc être diffusée sur notre chaîne YouTube. Flore, je crois que tu peux arrêter l'enregistrement maintenant.